Merci, bienvenue sur Politique. Le sommet arabe d'Alger se poursuit et nos émissions suivent la cadence au rythme et aux couleurs du sommet arabe d'Alger. La réunion des ministres s'est achevée cet après-midi. Les ministres des Affaires étrangères arabes se sont concertés aujourd'hui sur l'essentiel des questions touchant à l'avenir du monde arabe et à sa survie en tant qu'entité soudée ayant en commun une série de points communs sans nul besoin de rappeler la religion ou la langue, car il s'agit de dépasser ces refrains qui ne nourrissent pas l'Europe et d'aller vers une vision plus réaliste et plus pragmatique, celle d'un monde arabe en pleine mutation et qui, il faut le reconnaître, ne présente pas forcément les mêmes prédispositions, ni les mêmes visions politiques, encore moins le même potentiel économique. Le sommet arabe d'Alger, sommet du consensus, comment et de quelle manière? C'est aussi celui des défis et des changements. Nous tenterons de les connaître l'espace de ces 45 minutes qui nous sont imparties. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir avec nous M. Gamal Abina, expert en questions internationales par Skype depuis Paris, de même que M. Arafat Habib, professeur universitaire et spécialiste des questions internationales. Il est avec nous, ou il sera avec nous par téléphone depuis Tunis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le débat est lancé. Comme je le disais donc, le sommet arabe d'Alger arrive à sa dernière ligne droite. Plus que 3 jours nous séparent du grand sommet des chefs d'État et de gouvernement arabes. Les travaux se sont déroulés aujourd'hui au niveau des ministres des Affaires étrangères arabes. L'on parle de plusieurs dossiers soumis à la discussion, mais également de la question de la réforme de la Ligue arabe, mais pas seulement. Un impératif, il faut le dire, par ces temps de mutation qui secouent le monde arabe. Bref, la Ligue arabe se doit de se mettre au goût du jour. De quelle manière? Monsieur Gamal Abina, pour commencer avec vous. Et bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Gamal Abina? Monsieur Gamal Abina? Je ne sais pas si Monsieur Gamal nous entend. D'accord. Alors, nous allons passer avec notre invité, Monsieur Arafat Habib. Monsieur Arafat, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, je disais aujourd'hui, il est vraiment temps qu'en ce temps de mutation dans le monde, que le monde arabe, justement, se remette au goût du jour. Et quand je dis le monde arabe, je parle également de la Ligue arabe dont le sommet se tient, où la 31e session se tient depuis novembre, le début novembre, depuis même le 26 octobre à Alger. Oui, bien sûr, surtout qu'on a remarqué que certains pays, surtout les pays occidentaux, nos voisins, surtout du nord de la Méditerranée, n'ont aucun problème à exporter leur crise vers nos pays et nous faire subir les déboires économiques et financiers dont ils sont l'origine. Donc il nous faut maintenant revoir nos stratégies, revoir nos capacités de travail en commun entre les pays arabes, afin de pouvoir parler d'une seule voix et d'essayer d'améliorer au mieux les conditions de négociation avec cet Occident. Alors, on a vu que cet Occident est en train de perdre un peu partout pied dans le monde, mais dans le monde arabe, il a encore quelques alliés sur lesquels il peut toujours compter pour diviser et pour faire régner cet esprit d'incompréhension entre les pays arabes. Très bien, Monsieur Arafat Habib. Monsieur Gamal Abina, je vois que la liaison est donc rétablie et je disais aujourd'hui que la même question que je posais tout à l'heure à Monsieur Arafat Habib, qu'au milieu de tous ces changements économiques, changements politiques et ce qui se passe comme bouleversement même dans le monde, et je parle de la crise ukrainienne, mais il n'y a pas que la crise ukrainienne, il y a également des tensions entre la Chine et Taïwan, des tensions entre la Chine, les États-Unis. Comment se situe dans toutes ces tensions le monde arabe aujourd'hui? Bonsoir et merci pour l'invitation. Donc, pour répondre à votre question, le monde arabe n'existe pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de monde arabe unifié. C'est un peu à l'image de l'Europe. Il n'y a pas de politique arabe unifiée. Il n'y a pas d'armée arabe unifiée ou d'économie interconnectée. Les Européens ont au moins cette qualité. Donc, le monde arabe ne pèse que pour pas grand-chose, si ce n'est malheureusement peut-être
comme vient de le dire votre invité, comme variable d'ajustement ou théâtre d'opération par ce qu'on appelle les guerres par proxy, donc la possibilité de créer des tensions interarabes, comme on l'observe aujourd'hui par exemple avec les questions syriennes, libyennes et surtout yéménites, on va en parler certainement, mais le monde arabe en tant que force unitaire n'existe pas et malheureusement on peut dire quasiment n'a jamais existé, si ce n'est peut-être à l'époque du panarabisme de Nasser qui a essayé d'initier, d'impulser un mouvement fort qui a été un petit peu suivi, qui a permis l'émancipation de certains pays arabes, mais il n'en demeure pas moins qu'à la mort de Nasser en 70, il y a eu littéralement une fracturation très nette du monde arabe par rapport à ce qu'étaient les idéaux du panarabisme. Oui, très bien. Alors, permettez-moi, Monsieur Gamal Abina, de dire aujourd'hui que le sommet arabe d'Alger a été sous l'égide ou sous l'appellation, plus exactement, du sommet du consensus, celui qui pourra peut-être aller dans les intermédiaires. Alors, consensus de quoi et de quelle manière surtout ? Alors, le consensus qu'on cherche à obtenir, donc c'est les Algériens qui initient ça, et c'est très bien d'ailleurs, ça a un sens historique en plus, c'est le consensus autour de ce qu'on appellera le minimum syndical, le modus vivendi, la capacité de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir développer des relations économiques pour commencer, puisque ça commencerait d'abord par l'économie peut-être, mais surtout de faire en sorte que les tensions actuelles qui existent toujours soient négociées sur le terrain politique. Je prends l'exemple par exemple qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est la question évidemment libyenne qui est aux frontières de l'Algérie. Il faut tout faire pour que la Libye se réconcilie, qu'il n'y ait plus d'acteurs étrangers pour créer cette guerre civile qui manifestement est alimentée de l'étranger. Il faut tout faire pour que la guerre sans nom du Yémen soit réglée, parce qu'aujourd'hui, il y a un tournant qu'on peut observer, c'est-à-dire que déjà, qu'il y ait un nouveau sommet de la Ligue arabe, alors que le dernier qui a eu lieu, c'est avant le Covid, en 2019, n'a pas été très probant, qu'il soit sous l'égide de l'Algérie, d'ailleurs pour une date importante, le 1er novembre, le début de la Révolution, ça a beaucoup de sens. Et effectivement, si on obtient, j'espère, au sortir de ce sommet, une accalmie sur le front libyen, sur le front yéménite et éventuellement une solution négociée sur la question du Sahara occidental, peut-être qu'à ce moment-là, ce sommet sera le vrai sommet du retour de ce rêve d'une Ligue arabe de 22 États unis. Oui, très bien. Monsieur Rafat Habib, il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites de par les délégations qui ont assisté à cette réunion. D'abord, en commençant par celle des experts, ensuite par, il y a 2 jours, donc de celle des ministres, où on a fait un petit peu, on a loué un petit peu l'effort qui a été fait par l'Algérie, justement pour faire réussir ce sommet arabe. D'ailleurs, la plupart des ministres disaient qu'effectivement, ils voyaient en ce sommet un sommet historique, un sommet pas comme les autres, un sommet singulier. Monsieur Rafat Habib, aujourd'hui, justement, si nouveauté doit-il y avoir, quelle serait celle qu'apportera justement ce sommet d'Alger aujourd'hui ? Eh bien, il pourrait sonner au moins le glas de cette période d'effondrement systématique dans le monde arabe. Lorsqu'on parle de ce sommet, on ne doit pas le comparer au sommet des années 60 et 70. Il faut le comparer aux sommets qui ont commencé à avoir lieu en 2010-2011, où on a vu des petits pays et des micro-États appartenant à cette Ligue arabe tenir les rênes de l'ensemble du monde arabe. Donc que cette réunion, que ce sommet d'Alger soit vraiment le début de la fin de cette période où nous avons connu les pires moments de l'histoire du monde arabe. Il va falloir mettre bien sûr l'accent sur la nécessité d'en finir avec la guerre en Libye, la guerre civile en Libye ou la guerre par procuration. Il faut absolument trouver une solution pour le Yémen parce que c'est un pays qui est arrivé au gouffre humanitaire. Et surtout se mettre d'accord pour qu'il n'y ait plus réellement de conflit dans le monde arabe, entre pays arabes. On l'a vu, ça a été un échec total de toutes ces menées guerrières pendant les dernières décennies. Et à mon avis, je pense que, même si ça n'a pas été encore annoncé, mais je pense que l'Algérie, avec le succès qui a été réalisé dans la crise entre les factions palestiniennes, je pense que l'Algérie va nécessairement ouvrir le débat de manière sereine entre les pays arabes afin que la Syrie reprenne son rôle au sein de la Ligue arabe et de l'ensemble de la politique dans la région, parce que maintenant aucune solution ne peut être proposée dans la région si la Syrie
demeure encore au banc de la société Oui. des pays arabes. Oui, très bien. Alors, on va faire un petit peu, si vous voulez, une petite rétrospective pour revenir un petit peu en arrière. Il y a eu le sommet de 73, il y a eu le sommet de 1988, et je parle des sommets qui ont eu lieu, de la Ligue arabe qui ont eu lieu en Algérie, et puis il y a eu celui de 2005, et puis il y a eu celui-là, le sommet actuel, le sommet de 2022, qui... à chaque fois, on va noter que le premier, qui est en 73, donc a vu la reconnaissance de l'OLP comme étant l'unique représentant du peuple palestinien. À chaque fois, il y avait un point axial sur lequel justement les résultats où les recommandations sortaient avec le soutien inconditionnel pour la Palestine. Le deuxième plutôt, en 88, c'était donc un sommet de soutien à la lutte du peuple palestinien. En 2005, il y a eu le sommet des réformes, et on reviendra avec vous tout à l'heure, Monsieur Rafat Habib, de même que Gamal Abina, qui a été sanctionné donc par des décisions qualifiées de bonnes pour la réforme de la Ligue arabe et de ses organes. Ensuite, il y a eu celui de 2022, où on parle également de cette unification de 14 factions palestiniennes, et ça, ce n'est pas rien aujourd'hui. Alors maintenant que le plus gros a été fait par l'Algérie, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour accompagner justement les Palestiniens à aller vers une paix et à aller vers une construction justement et à unifier leurs forces pour la lutte contre l'occupation sioniste, Monsieur Gamal Abina? C'est bien de rappeler que 73, c'était l'époque où l'Algérie brillait sur le plan diplomatique. 73, 88, on était encore solide diplomatiquement, et puis aujourd'hui, effectivement, il y a un retour de la diplomatie algérienne haut en couleur. Alors, en 73, c'était évidemment, après la guerre du Kippour, la reconnaissance politique de l'OLP à l'ONU. C'est à partir de là que la négociation s'est faite, emportée par l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, on se rend compte, en 88, il y a eu le Conseil national palestinien, le CNP, qui a eu lieu à Alger, qui a fait la consécration de l'État palestinien. Donc, d'abord reconnaissance politique, puis reconnaissance étatique, à savoir l'État palestinien existe, et aujourd'hui, l'unification de ces Palestiniens qui ont été effectivement, qui ont connu effectivement des déboires, pour ne pas dire quasiment parfois des relations conflictuelles ou presque aux militaires. Le rapport Fatah et puis le rapport Hamas, c'était très difficile, ce qui a créé d'ailleurs, on va l'appeler le Fatahstan d'un côté, puis de l'autre côté, le Hamastan du côté de la bande de Gaza. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que effectivement, en termes politiques, ces avancées sont considérables. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça consacre la réalité d'un peuple, le peuple de Palestine, qui a toujours existé au demeurant. Ensuite, effectivement, parce que le fait de faire en sorte que, et ça a été fait pour les 60 ans de l'indépendance au 5 juillet, de mettre deux frères ennemis sur la même table, sur le même cortège des défilés militaires algériens, c'est un signal fort envoyé aux autres États arabes qui, eux, pendant ce temps-là, pour certains d'entre eux, ont accepté ces fameux accords d'Abraham qui font des paix séparées. Il faut se rappeler que 3 fois dans l'histoire de la Ligue arabe, les pays arabes ont été exclus pour des questions liées à la Palestine. La première fois, effectivement, c'est quand l'Égypte va faire sa paix séparée en 77 et les accords de Camp David 78 qui conduisent effectivement à une rupture du front du refus arabe, essentiellement menée par la Libye, l'Algérie, le Soudan, des pays qui sont quasiment toujours qui font corps avec la Palestine. Ensuite, il y a eu l'exclusion en 91 de l'Irak à la suite de l'invasion du Koweït, première attaque au Moyen-Orient d'un État arabe par rapport à un autre. Et puis récemment, en 2011, il y a eu l'exclusion de façon assez violente d'ailleurs de la Syrie au démarrage de la guerre civile, ce qui surprend d'ailleurs parce que la Syrie est exclue, ce que ne sera pas, ce que d'autres pays arabes ne seront pas. Par exemple, on ne va pas exclure l'Arabie par rapport à la guerre du Yémen. Bon. Pour tout vous dire, en substance, l'idée que l'Algérie soit aux avant-postes, puisqu'ils ont une grande tradition diplomatique qui avait commencé pendant la Révolution, pour proposer des solutions négociées avec les élections palestiniennes, et non pas des solutions de capitulars comme ce qu'on a vu dernièrement. Il faut se rappeler que la plupart des pays qui ont accepté les accords d'Abraham, c'est en contrepartie d'avantages liés à leurs propres problématiques, comme le Soudan par exemple, c'est pour sortir du classement des États terroristes. Eh bien tout cela n'est pas très sérieux. La seule chose possible et sérieuse, c'est de trouver un consensus entre les Palestiniens, pour parler que d'une seule voix, et ensuite qu'il y ait un consensus intra-arabe qui dise nous soutenons, et c'est ce qui doit sortir de ce sommet normalement, la cause palestinienne de façon inconditionnelle, quel que soit ce qu'on a signé. La déclaration d'Alger, n'est-ce pas, M. Gamal Abina? Tout à fait. Soutenir aussi la déclaration d'Alger. C'est une déclaration essentielle et ça permettrait peut-être, parce que la cause palestinienne est dans le cœur de tous les peuples arabes indiscutablement, ça permettrait peut-être d'obtenir enfin sur d'autres théâtres d'opération un retour à la paix, parce que la Syrie ne doit pas être
banni de la nation arabe, c'est pas normal, même s'il y a une guerre civile, parce que le Yémen doit être soutenu, cette guerre est absolument intolérable, il doit s'arrêter, et surtout parce que les conflits du Maghreb qui sont alimentés, on sait très bien qu'il y a des gens qui tirent un peu les fils derrière, pour des questions territoriales qui peuvent être négociées, assez facilement négociées, toutes ces questions-là doivent être négociées sur le terrain politique et uniquement politique. Oui, très bien. Monsieur Rafat Habib, je me tourne vers vous. Comme je disais tout à l'heure, la question palestinienne est une action vraiment, plutôt un point axial aujourd'hui très important dans ce sommet. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a également la question, par exemple, de la sécurité alimentaire qui est revenue à chaque fois dans les réunions des experts ou des experts et de hauts responsables, et également de celles des ministres. C'est dire que finalement, les pays arabes ont pris conscience qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur s'ils veulent réellement se faire une place dans ce monde en tumulte. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr, mais comment se faire une place dans ce monde? Il y a plusieurs manières. Ou vous avez un pays avec une véritable présence stratégique, avec une véritable système de coopération. Et donc là, les gens, les pays vous considèrent comme une puissance qui ne peut pas être écartée de toute forme de négociation ou de coopération. Ou bien c'est grâce à votre argent, à votre flux financier que vous pouvez vous imposer dans le monde. Moi, je pense que certains pays dans le monde arabe ont compris que même la puissance financière a des limites. Et on l'a vu dernièrement, en fait, il y a des pays qui ont besoin de devises, qui ont besoin d'exporter, et qui ont choisi à la fin de ne plus exporter leur denrées alimentaires parce qu'ils considèrent que c'est plus que stratégique. En fait, c'est une richesse vitale, comme l'Inde, comme la Chine, etc. Donc, maintenant, la grande question qui va se poser, c'est que ce monde arabe, il n'a pas que du pétrole, il n'a pas que du gaz, il a des terres. Et je pense que le Maghreb arabe, maintenant, devrait jouer un peu cette carte en disant, au lieu que certains pays du Golfe, ces pétromonarchies, aillent dans des pays comme l'Ukraine, comme d'autres pays en Europe et même en Afrique australe, mettre autant d'argent pour financer des projets agricoles, ils devraient le faire maintenant dans le monde arabe, surtout dans le Maghreb, qui est capable de devenir le véritable panier alimentaire pour l'ensemble du monde arabe, en plus du Soudan et de l'Égypte. Moi, je pense aussi qu'il y a une autre dimension qui doit être prise en considération en rapport avec le rôle que joue l'Algérie maintenant. C'est que c'est le seul pays maintenant dans le monde arabe qui n'a pas de problème avec des grandes puissances régionales qui sont autour de notre région. Je parle essentiellement des rapports entre l'Algérie et la Turquie, entre l'Algérie et l'Iran, et même des rapports qu'entretient l'Algérie avec l'ensemble du Sahara Sahel et la profondeur africaine. Et ça, c'est une carte maîtresse que joue l'Algérie maintenant pour dire à l'ensemble du monde arabe qui est entré dans des formes de clivage très très violents parfois avec ces pays-là, que l'Algérie pourrait jouer un rôle afin de pacifier ces rapports, afin de trouver des aires d'accord entre nous et notre voisinage. Parce que c'est la seule manière maintenant de pouvoir régler certains dossiers brûlants, tels que par exemple le dossier syrien, tels que par exemple le grand problème qu'il y a entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Et l'Algérie, à mon avis, pourrait jouer ce rôle-là parce que c'est un pays qui n'a jamais essayé de laisser les clivages avec d'autres pays aller dans des impasses lesquelles peuvent devenir totalement insondables dès qu'il s'agit de véritables oppositions, telles qu'on est en train de le voir maintenant avec certains pays du Golfe, la Turquie et l'Iran. Oui. Monsieur Kamel Abina, je voudrais qu'on poursuive un petit peu sur cet aspect de la crise alimentaire ou de la sécurité alimentaire plus exactement, parce qu'il s'agit un petit peu d'assurer et non pas de le voir comme étant une crise. Alors, hier, lors de la réunion des ministres et même avant avec celle des experts, on parlait de la crise ou de la sécurité alimentaire, comme il faut prendre ce point comme étant un aspect, un impératif, une urgence pour le monde arabe, mais
en dissociant cela avec ce qui se passe non pas en Ukraine, parce que c'est en raison de cette crise en Ukraine qu'on a remarqué qu'il y avait effectivement crise et on le savait déjà dès le début, mais il ne fallait pas se positionner justement. Donc c'est finalement un point très positif à partir du moment où il faut réfléchir sur une politique de sécurité alimentaire en dehors de toutes les influences qui pourraient survenir. C'est-à-dire que maintenant il y a eu la crise ukrainienne, on l'a compris, mais il faut vraiment réfléchir sur un plan de sortie de crise, mais sur le long terme, en dehors de toutes les crises. C'est-à-dire, quelles que soient les crises, il ne faut plus réfléchir, il ne faut plus attendre qu'il y ait une crise pour ensuite se crier au loup. Oui, tout à fait. Ce serait répondre à un agenda extérieur qui n'est pas celui d'un pays qui est structuré et qui se projette. Lorsque l'on se projette, on prend l'état des forces réelles du pays. L'Algérie, par exemple, a à peu près 10% du territoire qui est largement cultivable. Le reste doit être des cultures qui doivent être accompagnées par le système du goutte à goutte, par la ponction des nappes phréatiques ou par simplement le dessalement d'eau de mer. La plupart des pays arabes ont parfaitement pris conscience du danger, d'abord parce qu'il y a une augmentation de la population considérable, mais surtout du danger de la désertification et des moyens alimentaires qui sont toujours importés. On est tous importateurs nets. Je parle de tous les pays arabes en règle générale, peut-être mis à part le Moyen-Orient, côté Syrie, Palestine, parce que c'est des zones très irriguées. Donc ces questions de la sécurité alimentaire sont des questions vitales pour deux raisons. D'abord parce qu'une population qui a faim devient une population qui se manifeste violemment, et surtout parce que si un pays vous fait un blocus, eh bien vous pouvez absolument pas vous en sortir. Vous pouvez mourir de faim, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Oui. Je me souviens en Allemagne ou en Irak même encore récemment. Donc la question alimentaire est une question qui devrait faire porter la réflexion des Arabes au sens large du terme, à savoir qu'il faut faire un travail intra-arabe de développement de ses capacités de production. On voit que l'Algérie est à 70% de capacité alimentaire en autoproduction, je veux dire, de la capacité de pouvoir subvenir à ses besoins. On est très très loin du 100% qui est toujours un objectif qui est fixé. Le Maroc, pareil, ça ne peut pas la même quantité, mais ils ont tous fait un effort considérable. Donc la question de la convergence économique sur le plan agricole et industriel, en plus, c'est une convergence qui est nécessaire. Je tiens à rappeler tout de même que le 11 septembre 2001 a provoqué un tremblement de terre idéologique dans le Conseil de coopération du Golfe, du côté du Moyen-Orient, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en danger. S'il y avait un problème d'attentat, par exemple, on pouvait séquestrer leur argent qui était dans les bons du trésor américains. Ils ont donc rapatrié leur argent sur leur territoire et on a vu le résultat. En 20 ans, on est passé de pays désertiques avec pas beaucoup d'intérêt sur un plan économique et même dans le plan du tourisme, à des pays qui ont construit des cités-États immenses et qui sont de vraies attractions financières, touristiques dans l'investissement. Donc cette idée-là de recentrer ses capacités industrielles, économiques et financières, puisque c'est des mannes financières dont on bénéficie pour la plupart d'entre les pays arabes, doivent être concentrées chez nous. Ensuite, la question alimentaire, sur la question soudanaise, qui est le grenier à blé de l'Afrique, eh bien, il faudra investir sur la paix au Soudan pour commencer et effectivement développer la production agricole, que ce soit au Soudan, d'ailleurs en Éthiopie, dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut sauver, par exemple, un autre pays, la Somalie, qui ne mérite pas le sort qui lui a été fait depuis 30 ans. C'est un pays arabe tout de même qu'on a oublié. Eh bien, ce pays mériterait aussi d'être accompagné dans son développement. Il y a beaucoup de pays en retard, d'autres qui sont rentiers avec le pétrole et le gaz, mais qui doivent se projeter dans un second temps dans une économie pérenne qui ne dépende pas des subsides de l'Occident, qui ne dépende pas du maître de l'art. Penser à une monnaie unique arabe, ce serait pas inintéressant comme les Européens l'ont fait. Penser à une économie intégrée, penser à lever les restrictions douanières. Des financements de projets. Des financements de projets. Je crois que la question des taxes douanières a été effectivement examinée et qu'elle va peut-être être prise en charge. Je pense. Mais plus que ça, penser à faire des fonds d'investissement qui existent un petit peu au Moyen-Orient, c'est vrai. Oui. Mais je veux dire, on voit la Norvège, par exemple, ou surtout la Suède, ont d'immenses fonds d'investissement. C'est pas de l'argent placé dans les petits bonds américains, c'est de l'argent proactif qui permet effectivement de pouvoir acheter des sociétés à l'étranger, faire des partenariats, de la colocalisation. Il y a tout un tas de pistes comme celle-là qui doivent être suivies, mais au niveau du monde arabe, presque 400 millions d'habitants, un marché considérable, où on a accès à toutes les mers, tous les océans. Enfin, c'est quand même extraordinaire de voir autant de richesses et de facilités pour le développement industriel, agricole et économique, et de voir des résultats aussi maigres. On a très peu d'échanges intra-arabes. Le Golfe, par exemple, avait envisagé de faire une monnaie unique en 2000. Ça n'a jamais eu lieu, parce que malheureusement, les pays du Golfe ne s'entendent pas réellement, contrairement à la façade qu'ils affichent. Et récemment, la crise du Qatar l'a prouvé. Et puis, on se rend bien compte quand même, en Europe, qu'on a un problème avec la perception des Arabes. Quand on voit qu'on tente le boycott du Qatar aujourd'hui dans certaines capitales européennes parce qu'ils organisent la Coupe du Monde au motif que soi-disant ce serait une dictature nihiliste, c'est quand même extraordinaire. Puis les Arabes doivent se solidariser de cela. Oui.
Très bien. Monsieur Gamal Abina, je reviens vers vous, Monsieur Arafat Habib, puisqu'on parlait justement des solutions qui ont été proposées par Gamal Abina, et je crois que c'est à peu près aussi ces points qui ont été examinés. Monsieur Arafat Habib, aujourd'hui, justement, n'est-il pas temps, est-ce que les pays arabes ne gagneraient-ils pas justement à financer des projets, que ce soit sur le plan bilatéral, ou ce soit peut-être même sur l'échange ou le commerce, ou même l'économie équitable, parce qu'on sait très bien que le monde arabe ne se ressemble pas, qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde concernant, bien sûr, il y a beaucoup de disparités, et les disparités, il y a des pays riches, il y a des pays moins riches, il y a des pays pauvres, il y a des pays qui sont émergents, et donc est-ce que ce monde arabe ne gagnerait pas justement à réunir ses efforts pour essayer un petit peu de réduire cette faille ou ce creux ou ce gouffre qui est dû aux disparités? Oui, théoriquement, oui. Mais bon... c'est dans l'application que ça pose problème. Oui, et en plus, on sait pertinemment que quand on parle du monde arabe, on nous dit qu'il y a des États, qu'il y a des régimes qui ne sont pas aussi rationnels qu'on le croit, que on sait aussi qu'il y a des amitiés qui lient certains pays arabes à des puissances qui ne sont pas nécessairement des puissances qui veulent du bien à nos peuples. Quand on voit maintenant la manière avec laquelle les Israéliens sont en train de s'immiscer dans les affaires du Maghreb arabe et le rôle que joue Israël maintenant au Maroc contre l'Algérie, contre la sécurité nationale et régionale dans le Maghreb, on se rend compte que on est encore réellement dans la théorie. Mais ce qui pourrait être intéressant, ce serait de développer de véritables projets et de le proposer dans un cadre de coopération à long terme entre certains fonds d'investissement et certains pays arabes qui pourraient mobiliser ainsi des possibilités financières intéressantes et peut-être quitter cette école de la Banque mondiale qui voudrait absolument que les économies dans le monde arabe soient toutes sous la croupe de ces puissances financières. Oui. Le problème est que jusqu'à maintenant, on n'est pas encore parvenu à créer une sorte d'idée qui pourrait rassembler les Arabes autour d'un grand projet de développement qui soit inclusif, qui soit négocié et surtout qui s'inscrive dans la durée, parce que c'est ça le problème. On est toujours dans les petits projets, les courts termes, les projets qui sont destinés pas dans les grands à rassurer sur une sorte de coopération arabe, mais qui reste dans le minimum, le minimum pour les médias, mais pas réellement dans les réalités. On est en train de voir maintenant avec les grands projets qui sont en phase d'être réalisés dans le Maghreb arabe. Je pense essentiellement à la route transsaharienne, au corridor économique, etc. Voilà. Oui. Il y a la question de la réforme. Alors là, c'est sur le plan même interne à la Ligue arabe. Et vous savez que la question de la réforme a déjà été évoquée lors du dernier sommet arabe. Et c'est une proposition, je dirais, entre guillemets, qui a été faite aussi par l'Algérie. Et l'Algérie relance justement cette proposition. Alors la question de la réforme de la Ligue arabe est à l'agenda, comme je disais, des travaux sur proposition de l'Algérie toujours. L'Algérie a finalement déposé un dossier complet à ce sujet. Alors, comment, si on doit parler de réforme, M. Gamal Abina, comment doit-on le traduire sur le plan du palpable? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les défis qui se posent au monde arabe ne sont plus ceux du passé. Ça, on est tous d'accord, parce que vraiment, les enjeux ont changé, le monde a changé, et donc même les besoins du monde arabe ont changé, puisque les populations du monde arabe également ont changé et ont évolué. Et aujourd'hui, comment doit-on réadapter justement un petit peu les lois internes de la Ligue arabe comme les préconise l'Algérie?
caractère, alors c'est un vrai problème, parce que le caractère démocratique, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire que chaque pays peut avoir une voix qui compte et il n'y a pas de domination ou de droit de veto comme on l'observe à l'ONU. La problématique qui se pose, c'est qu'il y a certains pays qui n'ont pas de tradition démocratique. C'est-à-dire que l'idée même du vote leur est totalement étrangère, puisque souvent c'est des monarchies ou des émirats qui ne s'inscrivent pas du tout dans une démarche de partage de pouvoir. Donc le partage du pouvoir est une des questions qui se pose. La deuxième question qui se pose, c'est que la Ligue arabe, avec 22 États, avec presque 400 millions d'habitants et un pays considérable malgré tout, ne pèse pas à l'ONU. Il n'y a donc pas de siège permanent. On n'a pas la possibilité de pouvoir porter une voix à l'ONU. Ça, c'est une question qui se pose aussi. Puis la question aussi de la convergence économique. C'est-à-dire qu'il y a des réformes, elles doivent d'abord, et je pense comme l'Europe, l'acier et le charbon, il devrait y avoir un modus vivendi à partir du pétrole, par exemple, on pourrait faire un pétrodinar, ou à partir du gaz, puisque le gaz est très important dans le monde arabe, et surtout c'est une denrée rare dans le monde tout court, et on pourrait envisager effectivement des convergences économiques avant d'espérer le politique. Moi, je crois très peu aux politiques, on l'observe en Europe, par exemple, c'est des États qui se faisaient des guerres tout le temps, qui ont failli s'exterminer littéralement, et qui après, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ont compris le risque d'une nouvelle guerre. Ils ne sont pas affigés à nouveau de nouvelle guerre parce qu'effectivement, s'ils allaient sur une nouvelle guerre, vu les puissances industrielles, il ne resterait plus grand-chose de l'Europe. Eh bien, le monde arabe n'a pas cette problématique, mais parce qu'il y a un passé commun, parce qu'on a une souche commune, parce que ces États ont existé en tant qu'une seule nation, et que ce rêve de réunification sous l'égide peut-être d'un système démocratique devrait être porté de façon très forte par les pays qui sont les moins impliqués émotionnellement. Quand je parle d'émotion, c'est que l'Algérie n'a jamais fait la guerre à aucun État arabe, contrairement à beaucoup d'autres malheureusement, n'est jamais intervenu militairement puisque la Constitution l'interdisait. Et donc l'Algérie a effectivement la possibilité de pouvoir apporter une vision un peu singulière, un peu particulière d'un pays qui a été martyrisé par le colonialisme, de dire si nous ne prenons pas garde à cette bête immonde qui guette toujours aux abords de nos frontières, je parle des néocolonialistes, eh bien nous pourrions finir comme l'Irak peut-être demain ou d'autres pays. Donc c'est vrai que les réformes que proposent les Algériens sont des réformes qui ont une dimension démocratique indiscutablement et qui devraient être entendues tout en tenant compte du fait, et je le répète régulièrement, nous ne sommes pas obligés de nous aimer pour travailler ensemble, c'est les résultats qui comptent. Oui. Monsieur Arafat Habib, justement, que pensez-vous de cette réforme, du sujet même de la réforme qui a été donc posée sur la table des pourparlers ou des négociations, d'autant plus qu'on parle de plus en plus de la présidence tournante, justement. Et ça, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais l'Algérie a quand même fait cette proposition pour permettre un petit peu de renouveler, si vous voulez, ces institutions de la Ligue arabe. Moi, je pense que l'Algérie et certains pays qui la soutiennent dans la démarche de la réforme de la Ligue arabe partent d'une vision relativement avancée par rapport à d'autres pays arabes, d'autres monarchies arabes qui sont très en retard pour ce qui concerne leur mode de fonctionnement politique, surtout l'absence de démocratie, l'absence de parlement, l'absence de forme de représentation au sein de leur pays. Donc, ce n'est pas vraiment une exigence qui est partagée par tous. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il va y avoir, à mon avis, une redécouverte de cette différenciation qu'il y a entre les pays arabes en termes d'avancées démocratiques dans les sociétés. Oui. Et il va falloir attendre, à mon avis, un certain moment qui sera un peu long afin qu'il y ait une conscience partagée entre tous les pays arabes pour pouvoir avancer sur cette voie. Mais entre-temps, on peut toujours améliorer certains modes de fonction à l'intérieur de la Ligue arabe et penser, à mon avis, à d'autres formes d'organisation plus régionalisées, parce qu'on sait que les monarchies du Golfe, elles ont leur congrès, le conseil du pays. Il va falloir aussi penser à une sorte de réorganisation du Maghreb arabe, peut-être avec les pays qui sont d'accord sur une forme plus qui s'inscrit dans la vision des pères fondateurs, et essayer de trouver d'autres partenaires avec le Maghreb, oui. Et aller de l'avant pour justement faire asseoir toutes ces exigences de réforme, lesquelles, si elles ne sont pas mises en œuvre, ce sont nos peuples, c'est même l'organisation arabe, qui va en souffrir pendant les décennies et les années à venir.
Très bien. J'aimerais conclure quand même sur le fait qu'aujourd'hui, le sommet arabe qui se déroule à Alger reste quand même un sommet qui s'est déroulé après 3 ans de coupure en raison donc de la pandémie du Covid. Ce retour un petit peu des pays arabes au devant de la scène reste quand même une note assez positive et surtout que des déclarations de tous ceux de nos hôtes, des hôtes de l'Algérie, et je cite celle du ministre mauritanien de l'information qui a dit qui fondait en tous les cas de grands espoirs sur les résultats du sommet arabe. D'autres parlent de l'avenir de la Ligue arabe et des pays arabes qui se jouent à Alger. Alors, de quelle manière, justement, ce sommet ou cette rencontre qui se déroulera le 1er et le 2 sera-t-elle différente des précédentes et quelle en est la particularité, M. Gamal Abina? Déjà, il y a une chose importante qu'il faut signer par rapport à ce sommet, c'est qu'il y a la présence annoncée, on espère que ce sera le cas, puisqu'on a vu le ministre des Affaires étrangères marocain sur place, la présence annoncée de Mohamed VI. On peut espérer qu'il y ait une rediscussion peut-être et une accalmie sur ce point-là. Ensuite et surtout, il y a un tremblement de terre idéologique qui a eu lieu récemment par rapport à la crise ukrainienne, c'est la position de l'Arabie par rapport à la Russie. C'est-à-dire que l'Arabie n'a pas pris fait et cause pour l'Ukraine, bien qu'elle finance une partie d'Ukraine, mais surtout elle a refusé de s'aligner sur les positions américaines, ce qui est une vraie première depuis le pacte Quincy. On sait qu'il y a une inimitié prononcée entre le prince héritier MBS et Biden, ils se détestent cordialement, mais il n'en demeure pas moins que pour la première fois, l'Arabie, qui est quand même une locomotive économique de la région, s'illustre. Et l'autre aspect de ce sommet qui est important, c'est de rappeler que l'Algérie n'est pas seulement arabe, elle est aussi et surtout africaine. Et qu'effectivement, c'est bien d'être dit à l'instant, il faut toujours observer dans la rive sud que ce que n'a pas le Moyen-Orient, nous avons l'Afrique avec nous. Donc c'est quand même un élément important. Donc je pense que ce sommet est une réussite sur 2 fronts. Présence du... Oui. Je crois qu'on a perdu Gamal. Oui, je crois qu'on a perdu Gamal. Arafat Habib, je vous donne le dernier mot pour nous faire un petit commentaire sur justement le fait que ce sommet arabe d'Alger est a été un véritable succès. J'espère que ce sera un succès, surtout qu'il va falloir une sorte de revalorisation de la lutte du peuple palestinien avec un soutien inconditionnel cette fois à la résistance. Il va y avoir aussi, à mon avis, une revalorisation des rapports très très puissants entre certains pays arabes et des alliances qui sont en train de prendre forme de manière claire. Par exemple, entre la Tunisie et l'Algérie, on est en train de voir aussi certains pays arabes qui vont essayer de réfléchir à des manières différentes de gestion de leurs conflits. Et bien sûr, il va y avoir une demande, une exigence de la part de l'Arabie Saoudite et des Émirats auprès des autres pays arabes pour un soutien dans leur clivage avec les États-Unis et dans cette affaire d'énergie et de pétrole. Et je pense que certains pays arabes vont répondre présent afin que les pays arabes tels que l'Arabie Saoudite et les Émirats, comme j'ai dit, ne soient pas seuls dans cette bataille. Mmh. Très bien, Monsieur Arafat Habib, je vous remercie pour cet éclairage. Monsieur Gamal Abina, on vous reprend à nouveau pour vous quitter parce qu'on vous donne aussi le dernier mot que vous n'avez pas pu tout à l'heure poursuivre. Allez-y, Monsieur Gamal Abina. Oui, une petite panne électrique. Oui. Donc oui, simplement pour conclure mon propos, effectivement, c'est une réussite dans la mesure où on a quand même réussi à voir, après 3 ans d'arrêt, l'arrivée sans doute, on espère. Je crois que ça ne sera pas possible. Oui. Je pense que ça ne sera pas possible. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est que le message est passé, Monsieur Gamal Abina. Merci beaucoup. Je vous rappelle que l'émission arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Et surtout, merci à nos invités, Arafat Habib et Gamal Abina, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé de leur lanterne. Alors, on tente de joindre tout de suite le studio principal au siège de Al24, le journal de 19h qui vous est présenté par Nouhed Belkhadem Nouhed. Bonsoir.